Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le fait que l'année dernière, j'ai été SDF. Oui, ça peut sembler dramatique dit comme ça, mais si on prend le terme sans domicile fixe, j'ai revendu mon appartement en août, j'en ai acheté un autre en décembre, et entre-temps, je vivais gracieusement chez mes parents. J'étais bien SDF, sans vouloir être dramatique. Et donc si on en parle aujourd'hui, c'est pour vous faire un retour d'expérience sur le sujet, parce que je pense que j'ai pas mal d'anecdotes à vous partager, et autant pour moi, ça a été des moments difficiles, autant pour vous, j'en suis sûre, ça va être des barres de rire. Donc remettons-nous dans le contexte. Donc l'année dernière, j'ai revendu mon appartement, ça faisait 8 ans que je vivais dedans, c'était mon tout premier achat, où je m'étais quand même pas mal investie. Sauf qu'il y avait un petit détail qui faisait qu'il était temps de revendre, c'est tout simplement qu'il me manquait des pièces. J'avais beau essayer d'utiliser mes pieds pour repousser les murs, honnêtement, j'ai jamais gagné le mètre carré. Et quand on a une pièce qui fait double emploi, salon, atelier, je vous assure, on en a vite ras-le-bol. Non, parce que rendez-vous bien compte, à chaque fois que je vais faire de la couture, je dois prendre une demi-heure pour ouvrir l'atelier et encore 1 heure à la fin pour tout ranger. Ça fait que je perds à peu près 1 heure et demie sur ma séance de couture à chaque séance. Et si on prend ça comparativement, par exemple, là, aujourd'hui, je suis en train de faire une parka. Il m'a fallu environ 8 séances pour monter cette parka. Si à chaque fois, sur chacune de ces 8 séances, j'enlève 1 heure à 1 heure et demie, j'ai plus de 8 heures de perdu sur la création de cette parka. Elle m'a pris du temps. Donc je peux vous assurer que ces 8 heures, c'est pas négligeable. J'ai commencé à avoir cette réflexion de me dire, ok, il est temps de partir. Et donc, premier point, je savais que je voulais m'éloigner de Paris. Non, parce que initialement, l'achat à Clichy, aux portes de Paris, c'était vraiment l'idéal à cette époque. J'avais envie d'être près des transports en commun, près de la ville, pour pouvoir rejoindre mes amis, etc., avoir une vie nocturne. Sauf que dans la réalité des faits, je me suis vite rendu compte d'une chose en vivant à Clichy. 1, j'ai pas d'amis, 2, j'aime pas la vie nocturne. Ça avait aucun intérêt d'être aux portes de Paris au final. Tandis que par contre, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup le silence. Bref, tout ce qui manquait à Clichy. Donc 2023, je me suis dit, ça y est, il est temps de partir, j'en ai plus que ras-le-bol de Paris, je veux m'éloigner. Et donc ce que je voulais notamment, c'était bien sûr récupérer une pièce en plus, retrouver le calme, éviter la pollution, les nuisances sonores, et avoir la proximité de la nature. En fait, si on résume bien, ça reprend un peu tous les gains qu'on avait eus pendant le confinement. Ouais, Alex, t'es en train de te donner une image de toi. Dans tout ça, il y a un avantage qui ressort. Je m'éloigne de Paris, mais en plus, je gagne en pouvoir d'achat, parce que plus vous éloignez, plus le prix au mètre carré descend. Bon, après, ça dépend, hein. Si vous partez tellement loin que vous finissez à Monaco, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est un autre sujet, parce que moi, de toute façon, je suis obligée de rester dans la région francilienne. J'ai un boulot qui est plutôt sur Paris. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est ma recherche d'appartement, parce que elle a été assez épique, en fait. Déjà, commençons par mes critères de recherche. Alors, premier critère, l'aspect géographique. On reste en région francilienne, ça doit être à moins de 45 minutes en voiture de chez mes parents et à moins de 30 minutes en transport en commun de mon boulot actuel, mais en même temps, faut pas qu'on soit trop loin d'un nœud central de transport en commun vers Paris, parce que comme je suis consultante, je peux me retrouver à changer de lieu de travail très rapidement. Ça nous donne une zone géographique assez large qui couvre à peu près le sud-ouest de Paris. Je suis donc allée voir sur les annonces immobilières sur internet pour me donner une estimation, pour voir si mon enveloppe pouvait couvrir le bien que j'avais en tête. A priori, on est bon. Première bonne nouvelle. Ce que je cherchais comme type de bien, c'était un bien à rénover. Alors, pourquoi ? Bah déjà, tout simplement, j'avais envie d'un appartement qui me ressemblait à ma décoration. Et ce que j'avais appris avec mon premier achat, c'est quand vous faites les travaux, bah du coup, vous avez le choix des finitions, de les faire à votre sauce. Et en plus, c'est inclus dans les coûts des travaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surplus pour la décoration. C'est déjà dans l'enveloppe globale. Ce que vous n'auriez pas pu faire en achetant un bien totalement rénové, parce que le bien, il est dans les goûts de l'ancien propriétaire, pas dans les vôtres, et vous pouvez difficilement négocier à la baisse sous prétexte que la décoration ne vous convient pas. Alors que là, par contre, vous négociez à la baisse par rapport au coût des travaux, donc ça vous revient à une opération à zéro, vu que normalement le prix de bien plus les travaux égale le prix d'un appartement qui était refait déjà à neuf, et ça inclut déjà vos finitions, votre décoration. Donc ça c'est nickel. Alors par contre, quand vous faites une rénovation d'un appartement, il y a plein de contraintes. Déjà, au moment de la négociation, il faut être capable d'estimer les coûts des travaux. Alors pour ça, moi j'ai une astuce toute simple, c'est que je vais sur internet et je fais des simulations des travaux. Ils vont vous donner une fourchette, la plus basse et la plus haute. Je prends le prix intermédiaire qui est censé être le bon rapport qualité-prix. Je fais l'addition de tous les coûts des travaux et je rajoute 5 à 10% supplémentaires pour les imprévus. Une fois que vous avez négocié, qu'on a validé la négociation, faut encore aller voir la banque avec tous les devis. Donc ça veut dire que vous faites bien venir les artisans sur votre site et qu'ils vous émettent un devis. Parce que vous allez devoir demander un prêt à la banque qui inclut le prix du bien et également
les prix des travaux. Tout ça, vous avez intérêt à bien le fusionner dans votre demande de prêt, comme ça, en fait, ça vous fait le taux global et c'est là où vous en sortez le mieux. C'est ce que j'avais fait sur mon premier appartement. Et enfin, la troisième contrainte, qui est quand même la plus importante à mes yeux, c'est le suivi des travaux. Parce qu'une fois que vous avez budgété, que vous avez acheté l'appartement, vous avez encore des artisans qui vont venir sur site. Faut les coordonner, faut s'assurer qu'ils ont bien compris vos directives. Ça vous incite donc à être souvent sur le terrain pour faire le suivi du chantier. Même si vous avez un entrepreneur qui est censé coordonner, je vous assure, il fera jamais le travail. C'est à vous de le faire. Donc ça veut dire qu'un bien rénové, ça demande du temps, de l'investissement, et prêt à prendre des risques. Parce qu'il y a une part de risque quand même, hein. Soyons pas fous, rien ne se passe parfaitement, même mon premier appartement, il y a eu des couacs, mais faut vivre avec. Alors tout ça, ça prend beaucoup de temps. Faut trouver le bon appartement, faut du coup l'évaluer, faut trouver les artisans, faut faire le suivi, bref, ça prend un temps de dingue, c'est fatigant, c'est stressant. Je l'avais vécu avec mon premier appartement il y a 8 ans, et je vous avoue, j'avais pas envie de me reprendre la tête. J'avais envie d'un peu plus de simplicité, et l'avantage, c'est que ce premier appartement, en le revendant, j'ai fait une petite plus-value, et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas utiliser une partie de cette plus-value pour faire appel à des spécialistes qui seront en charge de faire toutes les étapes que je viens de vous parler. C'est-à-dire, la chasse immobilière, donc qui sont en charge de repérer un bien à rénover qui rentrerait dans mes attentes. 2, la négociation du prix pour justement prévoir une enveloppe de travaux. 3, trouver les bons artisans. 4, faire le suivi de chantier. Et l'avantage, c'est qu'ils respectaient donc mon enveloppe et mes attentes. C'est-à-dire qu'en gros, je les payais pas en avance, je les payais que après. C'est-à-dire qu'ils prenaient un pourcentage sur l'achat du bien immobilier et également un autre pourcentage sur les travaux, tout en respectant toujours mon enveloppe. C'est-à-dire qu'au final, tout le monde était gagnant, parce que moi, j'avais une enveloppe maximale, et eux, normalement, s'ils se débrouillaient bien avec leurs connaissances, ils pouvaient négocier bien mieux que ce que j'aurais pu négocier avec mon manque de connaissances. Normalement, ça devait être une opération qui me coûtait 0 € au final, vu qu'on restait toujours dans la même enveloppe. En effet, ça s'est pas du tout passé de cette manière. L'agence à laquelle je faisais appel pour rechercher mon bien, elle avait une promesse très précise, c'est que sous un mois, ils s'engageaient à vous présenter 3 biens. Alors bien sûr, ces 3 biens devaient respecter vos critères de sélection et rentrer dans votre enveloppe budgétaire. Si dans le mois qui venait, vous étiez positionné sur aucun de ces biens, il y avait un rendez-vous fait avec le commercial pour réviser la liste des critères, vérifier qu'on est toujours en adéquation, qu'il n'y a pas eu de méprise, et valider est-ce qu'on continue ou pas la recherche avec cette agence. Alors, il y a une forme de pression sur le fait qu'il faut se positionner assez rapidement. Je pense que c'est lié à leur business model, parce que finalement, eux ne sont rentables que si on achète un bien. Donc plus on fait durer la recherche, moins ils gagnent d'argent. Donc je pense qu'il y a effectivement ce système où on a un mois pour se positionner pour que ce soit rentable, et après, eux sont rémunérés qu'au moment de l'achat de l'appartement et également sur les travaux. Ça a très bien démarré très rapidement, vu que ils ont évalué la faisabilité du projet et ils ont constaté qu'en fait, entre mes critères et mon budget, ça matchait, et ça, ils nous vérifient bien sûr avant que je signe le contrat. Ils sont pas fous. Donc une fois le contrat signé, je m'étais dit, ça y est, d'ici mi-novembre, je vivrai déjà dans mon nouveau chez moi. Alors comment j'ai fait ce calcul? C'est tout simplement que je me suis basée sur ma première expérience. Il m'avait fallu 3 mois pour la partie administrative et faire mon prêt à la banque, plus 3 semaines de travaux. Donc en combinant tout ça, il faut attendre 4 mois entre la signature du compromis et la remise des clés. Et donc dans la foulée, hop, le commercial crée une conversation WhatsApp avec lui, moi et les chasseurs immobiliers. Donc ça envoie tout de suite du lourd en termes de réactivité, beaucoup d'échanges sur le groupe les premiers jours. Dans ma tête, je m'étais dit, c'est bon, la semaine prochaine, je suis en visite. Sauf qu'un mois plus tard, toujours aucun bien de présenté. Alors, dans ma tête, je leur ai donné quelques excuses. Je me suis dit, j'ai signé le contrat mi-juillet, mais comme je les voyais très au taquet, je les ai tout de suite prévenus en leur disant, attention, j'ai pas encore finalisé la vente de l'appartement. On passe chez le notaire que le 9 août. Et comme ils avaient l'air de dire qu'ils sont très réactifs et qu'on peut se retrouver à signer du jour au lendemain le compromis de vente, je me suis dit, ils attendent peut-être justement que je signe et qu'il y ait l'argent qui soit sur le compte, parce que si on lance les 45 jours pour obtenir un prêt, la banque, elle signera pas le prêt si j'ai pas bien l'argent pour l'apport personnel. Donc peut-être qu'ils ont quelque chose sous la main, mais qu'ils attendent le 9 août pour lancer les visites. Alors je viens de me rendre compte que je vous parle de ces 45 jours, mais si vous n'avez pas l'habitude de faire des achats de biens immobiliers, ça ne fait peut-être pas forcément sens pour tout le monde. Donc je vais vous donner une rapide explication sur ce sujet-là. Donc quand vous signez votre compromis, pour s'assurer que personne d'autre se positionne, vous déposez également un acompte. Alors cet acompte, je crois qu'il est 5 ou 10%, je sais plus. Vous en avez facilement pour plus de 10 000 € pour un appartement, ça c'est sûr.
Donc c'est pas une petite somme. Et au moment où vous avez signé le compromis, vous avez donc un délai de 45 jours pour trouver un financement pour l'achat du bien. Donc en gros, trouver un prêt auprès de la banque. Au bout de ces 45 jours, soit vous avez trouvé un prêt et donc ça se poursuit. Si vous n'avez pas obtenu de prêt, dans ce cas-là, la vente est annulée. Si c'était de bonne foi, c'est-à-dire que vous avez fait toutes les démarches, mais aucune banque n'a voulu vous suivre, et on vous rend la compte, parce qu'on considère que vous n'êtes pas responsable si personne n'a voulu vous suivre. Par contre, si c'est de votre faute, c'est-à-dire que vous n'avez pas lancé les démarches, c'est-à-dire que vous n'avez pas sollicité au moins 3 banques, c'est le minimum requis, que vous n'avez pas fait les efforts de fournir toutes les informations nécessaires quand elles étaient requises, ou qu'on vous avait fait des offres de prêt mais que vous les avez refusées alors qu'elles étaient raisonnables, on peut considérer que vous êtes fautif. Donc dès lors, la vente est bien sûr annulée, mais surtout, le vendeur peut conserver la compte. Donc les plus de 10 000 € que vous avez versés sont perdus. D'où l'intérêt donc d'avoir notre rapport personnel déjà sur le compte bancaire, comme ça, le délai pour obtenir le prêt n'est pas compromis. Sauf que, arrivé le 15 août, toujours rien, et surtout plus du tout d'échanges sur le groupe WhatsApp. Bon, après, on peut se dire, le 15 août, c'est normal, tout le monde est en vacances, donc j'attends encore une semaine. Mais toujours rien à ce niveau-là. Je me dis, peut-être que finalement, les villes que j'avais proposées ne correspondent pas à mes critères ou par rapport à mon budget. Il y a peut-être eu une évolution entre juillet. Parce qu'il faut savoir que moi, depuis, j'étais pas du tout retournée sur les annonces des agences immobilières. Je voulais pas, en fait, biaiser mon ressenti lors de mes premières visites des appartements. J'avais fait attention à ne plus du tout regarder. Donc, je vais peut-être élargir le champ de recherche. Donc, faut savoir qu'en fait, je leur avais pas donné juste le sud-ouest de Paris en mode de recherche, je leur avais donné des villes précises. Donc là, j'ai commencé à rajouter des villes en plus. Et j'attends encore une semaine, et comme j'ai vraiment aucune réactivité de leur part, à part un simple message de mon commercial pour acter de ma demande, et encore, je crois qu'elle est venue que quelques jours plus tard, mais bon, c'était mi-août, je lui en ai pas tenu rigueur, c'est normal, tout le monde est en congé. Moi, la première à ce moment-là. On est arrivé à la fin du mois d'août. Il reste genre un week-end avant septembre, et notamment le fait que je dois reprendre le boulot la semaine qui suit. Et là, je me dis, imagine Alexandra, ce que tu viens de voir, en fait, ça se pérennise et cherche jamais. Tu peux plus te permettre d'attendre. Je me rapproche parce que ça commence à devenir méga intense maintenant. Donc on est au dernier week-end d'août, le samedi, il fait un cagnard de malade, et lundi, je reprends le boulot. Donc là, c'est plus le moment où je peux attendre que l'agence se bouge, je décide de prendre les choses en main. Je saute dans les transports en commun, 2h45 depuis chez mes parents jusqu'à la zone qui m'intéresse, où je sors à la première station où je me dis ok, là je commence à m'y voir. Sauf que bon, je m'y vois pas. Je suis arrivée dans une ville, je suis pas trop projetée. Alors je commence à regarder autour, je me balade, il fait chaud, j'en peux plus, je suis en sueur. Et surtout, je vois pas de panneaux à vendre sur les balcons, ce que j'avais l'habitude de voir, moi, en tout cas, avec Clichy. Je regarde partout, j'en vois pas un seul. Et là, je commence à comprendre. Je me dis, ok, c'est la politique de la ville, ils veulent pas de panneaux publicitaires accrochés comme ça à l'arrache. En même temps, je comprends. Parce que je vous avoue, quand vous arrivez dans une ville où vous voyez des panneaux partout à vendre, ça envoie pas un bon message. Et c'était en train de devenir le cas à Clichy. Donc, je me fais une raison, je me dis, ok, regardons sur Google Maps, j'ai bien trouvé une agence immobilière. Et là encore, j'en trouve pas du tout. Je me dis quoi, c'est quoi le délire ici dans cette ville, ils vendent pas. Donc je me dis, de toute façon, cette ville, elle m'attire pas, j'ai pas la bonne vibration, je le sens pas. Donc je remonte dans le train, station suivante. Et là, j'arrive dans un petit village avec sa petite placette toute mignonne au milieu, son petit quai transilien très campagnard, bref, pour le coup, la vibration elle est de retour. J'y sens à fond, je me sens à l'aise spontanément. Par contre, que des maisons aux alentours, et soyons réalistes, Alexandra, elle a pas du tout le budget pour une maison. Elle aimerait, mais elle en a vraiment pas le budget. Donc, encore une fois, je dégaine le téléphone, je regarde mon Google Maps et bingo, là je trouve au moins 2 agences. Wouhou, la panacée, des agences. Je vais voir la première qui se trouve juste sur la petite placette, nickel. Je tombe sur 2 adorables petites dames, et très vite, grosse déconvenue, je leur présente mes critères, mon budget, et elles me disent on n'a rien pour vous. Je commence à me dire il y a peut-être une raison finalement si l'autre agence me rappelait pas, j'étais peut-être plus chiante que je le croyais. Bon, je baisse pas les bras, je me dis il y en a une deuxième agence, on y court. Et là, celle-là, par contre, elle est un peu plus éloignée que la petite placette centrale du village, au point que je dois carrément traverser un bout de forêt pour l'atteindre. Par contre, au moins, ça a l'avantage d'être dépaysant, et c'est exactement ce que je recherchais. Je finis par tomber sur ce gars-là, Cédric, l'agent immobilier.
Alors quand je vous parle d'agent immobilier, c'est le vrai agent immobilier. Sympa, tchatcheur, bref, toutes les qualités qu'on peut attendre chez un agent immobilier. Et là encore, je lui présente mes critères et il me dit tout de suite, on n'a rien qui correspond à vos critères. Sauf que c'est vrai qu'il est pas du genre à s'arrêter sur les premiers obstacles. Donc il commence à décortiquer ma liste de critères et il commence à me challenger sur certaines de mes priorisations. D'ailleurs, en fait, quand j'y repense, je suis pas sûre de vous avoir présenté ma liste de critères, d'ailleurs. Je vous ai parlé juste de la localisation, mais je suis pas allée plus loin. Attendez, je vais vous présenter ça. Bah écoutez, autant la reprendre ensemble, cette liste. Donc, mes critères principaux, c'était d'avoir au moins un parking. Bah oui, il me faudra une voiture, hein, si je suis à la campagne. Les transports, alors oui, j'avais précisé déjà les transports en commun, mais j'avais pas précisé un détail qui était important, pouvoir profiter des transports en commun où je puisse être assise, parce que 8 ans dans la ligne 13, qui est toujours bondée, il est temps de passer à autre chose. Un espace vers l'extérieur, un balcon, une terrasse. J'avais bien précisé 4 mètres carrés, disons. Elle est vraiment chiante. Silencieux. Alors, ce que j'entends par silencieux, c'est un environnement silencieux, mais également un appartement silencieux. Et c'était là où c'est très important, vous allez voir. Donc, dans ma tête, quand je disais silencieux, souvent j'entendais dernier étage. 2 chambres, pour pouvoir en transformer une en atelier, bien entendu. Rénovation énergétique, oui, donc c'est le sujet, c'est que j'avais déjà payé la rénovation de mon précédent appartement, je vais pas repayer une seconde fois. Donc, je voulais que soit c'était déjà budgété et payé par le vendeur, soit qu'on en soit tranquille pour au moins 10 ans. Donc un DPE minimum E. La gestion des déchets, je sais que dans la loi, maintenant, on vous demande depuis ce janvier d'avoir des composteurs. Donc si c'est déjà là, ça sera une dépense en moins pour moi. Si on est au-delà de 3 étages, avoir un ascenseur, pas avoir une copropriété trop haute, entre 4 à 5 étages maximum, pas trop de lotissement non plus pour limiter les surcharges en termes de charges. Des commerces à proximité pour faire ses courses, la nature à proximité, un appartement lumineux, donc si l'optimal sera avoir du plein sud, mais bon, si c'est traversant avec des belles ouvertures, ça me suffira amplement. Pas trop de vis-à-vis. Et bien entendu, comme je vous l'avais dit, capacité de faire des travaux. Alors sur cette liste, il y a des choses que je peux facilement faire l'impasse et il y en a d'autres par contre, c'est vraiment une obligation. C'est avoir un parking pour garer la voiture. 2, pouvoir rejoindre à pied la gare. 3, il me faut forcément 2 chambres pour en transformer une en atelier. C'est quand même la raison principale qui m'a fait quitter mon précédent appartement. 4, l'autre raison qui m'a fait quitter l'appartement, il faut que l'appartement soit silencieux. Alors je disais même pas silencieux quand je me présentais aux agents immobiliers, je disais je voulais un dernier étage. Comme ça j'étais sûre de limiter la nuisance sonore de la part de mon voisinage. Et en 5e, alors si je suis au-delà de 3 étages, je voulais un ascenseur. Parce que je m'imagine pas monter mes courses ou même faire mon déménagement sans ascenseur au-delà de 3 étages, tout simplement. Pour le reste, c'est du bonus. Si je peux l'avoir, tant mieux. Si je l'ai pas, je me ferai une raison. Donc si on revient à notre histoire avec l'agent immobilier, suite à cette longue liste, et notamment avec ses priorisations, il m'a un peu challengé sur certains points, notamment le fait que je voulais être en dernier étage. Je lui ai pas tout de suite dit que c'était pour l'aspect silence, je lui ai juste dit je voulais un dernier étage. Donc il m'a demandé pourquoi absolument un dernier étage. Donc quand je lui ai expliqué ses contraintes sonores, il m'a proposé de visiter un appartement qui n'était pas un dernier étage, mais qui avait été refait avec cette contrainte d'insonorisation sonore. Donc les plafonds, tout avait été retravaillé pour justement ne plus entendre les voisins. Donc là forcément, il a commencé à éveiller mon intérêt. Il m'a montré des photos et je me rends compte qu'effectivement tous les plafonds étaient refaits pour justement faire cette isolation acoustique. Mais au-delà de ça, ils avaient fait une rénovation complète de l'appartement. Et bonne nouvelle, la décoration, elle était suffisamment neutre pour que je puisse me projeter et ne pas avoir besoin de refaire une décoration par-dessus. Je commence à me dire, il y a un vrai potentiel. Franchement, je m'y vois bien dans cet appartement, il faut aller le visiter. Sauf que, forcément, il y a encore un hic. Il m'indique que l'appartement se retrouve en rez-de-jardin. En tant que femme vivant seule, je me sens pas du tout sécurisée d'être en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin. Mais notre cher Cédric ne cesse toujours pas à battre. Voilà qui me sort une vue Google Earth pour me montrer où se situe l'immeuble. C'est dans une résidence complètement clôturée et sécurisée, dans un parc arboré, mais tout ce qu'on peut rêver. Et là, je me dis, ok, banco, go, je veux voir cet appartement, peu importe qu'il soit en rez-de-jardin, peu importe... Bref, j'ai envie d'aller le voir. Et c'est là que le destin s'en mêle et me dit d'aller me faire voir. Parce qu'il se trouve qu'en fait, l'agence immobilière n'avait pas l'exclusivité sur ce bien, et quand ils ont appelé donc la propriétaire, celle-ci nous annonce que il vient d'être vendu par une autre agence. Et donc ça y est, le mal a été fait. À moins que ce soit le bien, parce que soudainement je me suis retrouvée disposée à faire plus de concessions sur ma liste de critères. Et donc l'agent immobilier m'a proposé d'aller visiter un autre appartement
qui était l'exact opposé du premier dont je venais avoir seulement un aperçu. C'est-à-dire qu'autant le premier, il avait été totalement rénové, celui-là nécessitait des travaux. Mais rappelez-vous, travaux égale négociation. Et quand on fait les travaux en plus, on peut faire la déco et les finitions à son goût. Alors, là encore une fois, c'est toujours pas du dernier étage. Qu'est-ce qui fait que j'ai changé d'avis sur cet aspect-là? Et ben, je me suis rendu compte que si le précédent appartement avait pu être rénové acoustiquement parlant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire dans un appartement qui nécessite déjà des travaux? Ce serait une enveloppe supplémentaire, mais c'est pas limitant. Sachant que je rénoverai pas l'ensemble de l'appartement en termes acoustiques, mais uniquement la chambre. Parce que pour moi, c'est surtout la chambre qui nécessite d'être silencieuse. Quand je dors, j'ai besoin d'un silence parfait. Les autres pièces, ça va, je peux subir avoir un petit peu de bruit. Donc nous voilà en train de visiter ce nouvel appartement. Et c'était une excellente surprise. C'est-à-dire que cet appartement, il avait beaucoup d'avantages. Première chose, en termes de mètres carrés. C'est-à-dire qu'initialement, moi, je cherchais à avoir 2 chambres à minima. Ici, on me proposait 3 chambres. Il y avait facilement 10 mètres carrés en plus de ce que je m'étais projeté. J'avais également un balcon. On est littéralement au milieu de la forêt. Le bien, en plus, comme il est traversant, il est lumineux. Il n'y a pas de vis-à-vis trop rapproché. Et la résidence, elle est calme, elle est propre, elle est vraiment très bien entretenue. Et dernier point intéressant par rapport à ma rénovation acoustique, comme la résidence est à moins de 10 minutes à pied de la gare, j'ai pas vraiment besoin de voiture en urgence. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire une rénovation acoustique, je peux piocher dans le budget voiture en attendant pour la faire, et la voiture elle pourra attendre autant que nécessaire vu que c'est pas un point bloquant pour me déplacer au moins dans les premiers mois. En termes de contraintes, parce qu'il y en a forcément, déjà, il y a des travaux à prévoir. Mais dans mon cas, c'est presque un bonus, ça me permet de renégocier le prix à la baisse. Deuxième point, le DPE. C'est un DPE-E, c'est-à-dire qu'on est juste au-dessus de la limite. Ça veut dire que dans probablement 10 ans, ça va changer et on sera plus dans la norme. Il faudra donc prévoir des travaux, des raballements, tout ça. Ça va nous coûter encore une blinde. Mais bon, qui sait, d'ici 10 ans, j'aurai peut-être encore déménagé, donc ce sera peut-être plus mon problème d'ici là. Et dernière contrainte, c'est un bâtiment des années 60, c'est-à-dire que en plus d'avoir une isolation acoustique pourrie, les murs sont tellement épais qu'on peut difficilement réagencer l'appartement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que cet agencement est plutôt pas mal. Donc on se contentera de l'agencement par défaut. Bon, je pense que je me suis assez bien livrée sur cette partie de ma recherche, et comme vous l'avez deviné, ce premier appartement est devenu mon appartement. Donc vous voyez, j'ai attendu 1 mois, et en moins d'une journée, j'avais trouvé la perle rare. Alors vous inquiétez pas, je me suis pas contentée de visiter un seul appartement. Dans la semaine qui a suivi, alors malgré que j'avais repris le boulot, j'ai quand même trouvé le moyen de visiter encore 4 autres appartements, 2 dans la ville et 2 autres également dans cette résidence. J'en ai profité pour aller les visiter et les comparer, et ça n'a fait que confirmer mon choix, c'était celui-là qu'il me fallait, qui était adapté à mes besoins. Et donc si vous vous souvenez bien, moi j'avais bien dit une chose au début, je voulais pas m'embêter avec les devis, je voulais pas m'embêter avec les artisans, je voulais pas m'embêter dans le suivi de chantier. Quand je vous dis que le destin me dit merde, bah oui, j'y suis retournée, mais à fond, que ça. Je viens de passer 5 mois de fou. Et pas qu'avec les artisans. Il y a aussi la banque, il y a aussi le notaire, ils se sont tous mis en mode « Alexandra, on veut que tu n'aies pas de regrets quand tu emménageras dans cet appartement. » Ah bah ça, il y en a pas, hein, je peux vous assurer. On va se calmer. Je vous propose qu'on se retrouve très rapidement et... Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. Devinez qui est revenu vers moi quelques jours après la signature du compromis de vente. Ah oui, la première agence qui est revenue vers moi en mode « Oh mon Dieu, il y a eu un petit loupé. Est-ce qu'on peut rattraper le tir en vous accompagnant sur la partie travaux ?» Je vous raconterai ça en détail dans le prochain épisode. Allez, bisous bisous.